Salut Benjamin, Hello! ravi de te recevoir sur Comptoir AI. Toi, Benjamin Trom, dit Ben, tu es docteur en mathématiques, tu as plusieurs expériences sur l'AI avec Monk AI, c'est la studio. Tu es aussi le grand vainqueur guilty du hackathon Paris Gen AI organisé par First. Je Euh, confesse mes péchés. Eh ben parfait. Et voilà, Benjamin, je suis trop content de te recevoir. Je tiens d'abord à saluer Antoine qui nous a mis en relation. Antoine avec qui tu as travaillé et qui m'a beaucoup parlé de toi. Déjà, merci Antoine. Voilà. Ben, alors aujourd'hui, ce que je voudrais te demander un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'AI générative? Ouais, bah, en fait, c'est très intéressant parce que, peut-être je vais rajouter une nuance, c'est qu'aujourd'hui les gens parlent beaucoup, de la partie textuelle et Mhm. moi, c'est vrai que ma spécialité, c'est plus dans la partie, image computer vision Ouais. et les 2 sont très liés, en fait, parce que en fait, pour faire des bonnes images, en fait, il faut comprendre ce qui est sur l'image, il faut faire du texte, il faut pouvoir prompter. Ouais. Et donc, là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, je dirais pas que c'est un breakthrough technologique parce que la technologie, la tech, la recherche, elle Mhm. existait déjà depuis un moment. On est plutôt en train de vivre un breakthrough, d'ordre produit, un peu comme le iPhone. Ouais, Tu vois, d'accord. tu plein de gens, même Apple avait déjà essayé de sortir des smartphones et pour moi, c'est un peu ce qu'on voit là. C'est qu'on passe d'un moment où: «Ah oui, il y a ces trucs, c'était marrant, on voyait les papiers, de Dall-E 1 qui datent d'il y a 2 ans déjà». Mhm. Et on se disait: «Ah c'est cool, c'est peut-être ça fait des choses incroyables» et c'est pour ça que déjà, il y a un moment, je m'étais lancé dans le domaine et Ouais, là, on voit vraiment qu'un niveau business, un niveau produit, ça commence à prendre, mais on ouais. n'y est pas encore. Non, mais je pense que c'est une distinction importante. Les modèles, ils existent depuis un certain temps, hein, et les GPT, déjà ça fait déjà 1 an et demi sur GPT-3, je pense. Euh, Ah je pense que mais, ça fait même plus, hein, ça fait un bon moment, ouais. mais au final, en effet, on n'avait pas de produit et on n'avait pas de produit utilisable par tout le monde. C'est ça la Mmh. vraie révolution. Le 1er produit que je connaisse qui utilise cette technologie, c'est AI Dungeon. Ok. Je sais pas si tu as un peu joué avec, ça avait fait du bruit, à l'époque, il y a très longtemps. Où le principe c'est, l'IA, elle se prend pour un maître de jeu, d'un jeu de Ok. rôle et tu arrives et il dit, «Ah je suis un elfe, qui vient, combattre un troll» et puis, tu continues le jeu comme ça, dans un dialogue avec l'IA Hmm. et c'est quelque chose de très marrant. Mais Ouais. justement, eux, ils ont pas réussi à dépasser ce stade que tout le monde essaye de dépasser actuellement, qui est: «Ah j'ai un gadget, c'est amusant, les gens viennent». Ouais. Peut-être qu'ils arrivent à capturer une communauté où tu as des gens qui s'approprient l'IA et se mettent à jouer avec et Hmm. par exemple, c'est un peu ce qu'on peut voir avec des comédies comme Stable Diffusion ou Midjourney, mais en même temps, ça dépasse pas vraiment le stade de gadget. Mais alors, AI Dungeon, ça existe depuis quand, d'après toi, Ben? Ça fait depuis un bon moment, AI Dungeon, hein. J'y De- ai joué avec il y a 2 ans. Ça Ouais, existait sous forme de projet open source avant, donc le moment exact de la création de leur ouais. boîte, Non, non, est mais pas clair, mais ouais. ça repose aussi sur des LLM? Tout à fait, bah, ils avaient fait sur GPT, 1re génération, qui d'ailleurs était Mhm. open source à l'époque où OpenAI était open. Mhm. Ok. V Puis ils avaient eu un accord, ils avaient utilisé, GPT-2 et puis dès que GPT-3 était disponible, ils l'ont utilisé aussi. D'ailleurs bien avant que ce Mhm. soit release de façon publique dans l'API d'OpenAI. Ouais, d'accord. Euh, ouais, donc je comprends ce que tu veux dire, important sur le moment iPhone, le moment produit. Donc c'est peut-être ça la vraie révolution. Les outils dont on parle aujourd'hui et qu'on utilise, bah, c'est les ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion. Euh, c'est Ouais. c'est- c'est ça, grosso modo, les produits qui sont disponibles pour tout le monde et qui changent un peu la donne, quoi. Alors ce qui est intéressant dans le cas de Midjourney et Stable Diffusion, Mhm. c'est que pour l'instant, c'est pas vraiment des produits. Hem, Dans une certaine mesure, Midjourney, c'est un produit B2C un peu comme AI Dungeon et un produit B2C, Ouais. les gens viennent, jouer avec les images, s'amusent avec. Mais par exemple, Stability, jusqu'à présent, n'a pas du tout réussi à créer un produit,
Mmh. un vrai produit qui plaît aux gens, qui est utile. Ils viennent de faire l'achat récemment de ClipDrop, donc peut-être Ouais. que c'est un pas dans cette direction. Donc ça, c'est un vrai mystère de savoir, comment ils vont transformer cette espèce de momentum de communauté qu'ils ont acquis en quelque chose de concret. Ouais, super distinction. Alors, ClipDrop, justement, je crois que ça a été monté par des Français, Ben, c'est bien ça? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Et tu peux rappeler juste ce qu'ils faisaient en fait? En fait, ils ont une application, Mmh. sur téléphone qui te permet de par exemple, tu prends en photo une chaise et ça détourne, tu peux changer le background. Ils ont des techniques où tu peux ajouter des objets, les enlever, faire de la super résolution. Donc, toutes sortes d'outils qui permettent de skills qui permettent d'améliorer la qualité des images et ce genre de service, avec une version embarquée sur téléphone et c'est Ouais. ça, je pense que Stability a été chercher, en les rachetant. Tout à fait d'accord parce que, bah, cette version embarquée sur le téléphone, bah, elle est utilisable vraiment en tant que produit et c'est vrai que Stable Diffusion, en effet, on sait jamais trop où l'utiliser. Est-ce que, enfin, on utilise Stable Diffusion, mais est-ce qu'on va l'utiliser, bah, sur un browser, dans Discord? Hem En fait, il y a plein de points d'accès et on sait jamais. Et de la même manière, par rapport à ce que tu disais, même mid-journée, est-ce qu'on peut parler de produit dans le sens où c'est accessible pour l'instant uniquement via Discord? Donc, un produit en tout cas intégré à Discord. Oui, tout à fait et je pense que ce qui est nouveau comme distinction et qui est spécifique au generative AI, c'est que, hem, au-delà de la question de l'accessibilité, parce que, par exemple, tu vois que ChatGPT, ils ont réussi à faire un produit qui est très accessible et dont les gens peuvent s'en servir. Tu as aussi la question de comment interagir avec ces modèles, qui est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant parce qu'avant l'IA, c'était: «J'ai un problème, il faut que j'arrive à distinguer les chats et les chiens». J'ai une IA et voilà, elle le fait, je le mets dans un produit, ce qu'elle fait est clair. Là, que tu donnes à tes clients un avatar de ChatGPT, qu'est-ce que je fais avec? C'est pas tu vois Mmh. comment et en fait, tu as toute une, science que les gens appellent le prompt engineering sur, ah mais comment je vais parler à ChatGPT? Comment je vais parler à Stable Diffusion dans le but d'obtenir de ce que je veux? Et pour moi, Mmh. l'enjeu sur cette question du prompt engineering, c'est savoir est-ce que, en fait, c'est nous qui devons step up et devenir meilleurs à trouver comment, les appeler, créer des meilleures interfaces? Ou est-ce que, ces IA, un jour, elles vont devenir tellement bonnes qu'il y aura pas besoin de faire de prompt engineering? Elles vont être capables de deviner ma pensée, complète, à partir du fragment que je lui donne. Tout à fait d'accord, parce que c'est la grande mode. C'est la grande mode. On te dit qu'un expert en prompt engineering va être payé une fortune. Tu en as qui disent qu'il va le payer 300 000 dollars par an. Ça, Mais je l'ai on est pas encore d'accord. entendu. Mais, mais écoute, moi, on me l'a raconté, j'étais surpris. Mais on est d'accord. En fait, c'est comme bah, parler à Google. Donc, c'est parler en codé. Et en fait, bah, ça va un peu dans le sens inverse de ce qu'on attend et du NLP, du Natural Language Processing, qui est, bah, au final, on parle comme on veut à la machine et elle comprend ce qu'on lui dit sans qu'on passe par un langage codé. Et C'est sûr. voilà. Ouais, mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est une illusion qu'on a à propos des LLM, c'est que on a l'impression justement qu'on parle à quelque chose qui a une forme d'intelligence, alors qu'en fait, et c'est le cas de tous les trucs, de tous les IA génératives, on parle qu'à quelque chose qui répète et qui continue des données de probabilité. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que trouver la bonne entrée, c'est la meilleure façon de les utiliser, c'est la partie subtile de leur utilité. Et Hmm. cette question du prompt engineering est vraiment c'est vraiment l'enjeu, sur les prochains mois. Après, est-ce que, GPT-5 ou GPT-35 pourra faire en sorte qu'il peut comprendre ce que fondamentalement tu veux? Je pense que c'est compliqué sans verticalisation parce Mhm. que le problème fondamental de ChatGPT, c'est qu'il n'a pas l'intuition de, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu veux les choses et c'est toutes ces informations qui lui manquent, le fait que ce soit pas un être avec une volonté et vivant et connaissant tous ces enjeux, quoi. Oui, donc en effet, le prompt, ben, on rappelle en fait le contexte pour donner des informations au modèle et par rapport à ça, c'est nécessaire. Mais je pense que oui,
après, ChatGPT change un petit peu la donne, et alors que justement les outils de génération d'images, c'est vrai que pour avoir ce qu'on veut, en général, on passait plus quand même par des commandes aujourd'hui. Avec ChatGPT, on est plus dans le conversationnel. Heu, oui, après, je pense que c'est quelque chose qui peut s'arranger. Alors, il y a des gens qui font des montages de type visuel ChatGPT où tu peux avoir un rapport conversationnel avec, des choses qui génèrent des images, pourquoi pas? Après, je pense qu'une UX, UI bien fournie, visuelle justement, est beaucoup plus efficace dans ce domaine. Mais il y a le même problème du prompt engineering dans la génération des images. C'est Hmm. très, très difficile et d'ailleurs, c'est pour ça, en partie, ce qu'on a fait à Sela Studio. C'est que c'est très difficile d'obtenir ce que tu veux. Généralement, les gens, quand ils sont confrontés à cette technologie, ils partent du postulat inverse. C'est-à-dire qu'ils voient des images qui sont créées par l'IA: «Oh là là, c'est incroyable, mais je vais pouvoir faire des images, tout ce que je veux» et en fait, le jour où tu as un projet, tu te dis: «Ah, en fait, j'aimerais bien générer ce visuel», tu as quelque chose en tête et tu vas prompter Stable Diffusion, c'est toujours ou Midjourney, c'est toujours extrêmement décevant, c'est très difficile, Hmm. d'obtenir ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Euh, Alors justement, bah, revenons peut-être, Ben, sur peut-être que tu peux juste nous réexpliquer ce que fait Cela Studio. Ouais, alors, aujourd'hui, on a cessé les activités de CA Studio, mais je peux te parler un peu de ce qu'on a fait. Mhm, très bien. Hem, donc, CA Studio, l'idée donc on s'est lancé il y a plus d'1 an maintenant et donc, à l'époque, la capacité qu'il y avait à générer des images, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais en fait, on avait comment avec, mes cofondateurs, on avait déjà commencé à voir qu'il se passait quelque chose. Il y avait le papier de Dall', il y a une architecture qui s'appelle LDM qui est sortie, qui est en fait l'architecture neuronale qui est derrière Stable Diffusion, qui existait Mhm, déjà à l'époque. Mais en fait, ça manquait de data, ça manquait de computing power et c'était pas aussi puissant que ça l'est aujourd'hui. Hem et donc on s'est dit: «Bah, il y a quelque chose à faire» et évidemment, la qualité de ces algorithmes n'étant pas suffisante, ça marchait que dans des cas plutôt du domaine artistique ou culturel. mhm. Et donc ce qu'on a fait, c'est des projets avec des artistes, avec des agences de communication pour générer des visuels, faire des projets comme ça avec eux et les accompagner sur vraiment la partie technique, entraîner des modèles, fine tuner et cetera. Hmm. Ouais, trop bien. Euh, et donc, bah, et suite à ça, donc, bah, là, tu as participé au hackathon Paris Gen AI que tu as gagné. Donc félicitations. Merci. Organisé par First, par Gabriel et Pierre Entremont. Donc, c'était un super event. Est-ce que tu peux juste revenir, Ben, sur l'event? Comment tu as trouvé que ça s'était passé ce week-end? Et ensuite, le prototype et enfin, le produit que vous avez créé. Ouais. Bah, déjà l'event, il était trop cool parce que, on nous a mis, dans une pièce dans les locaux d'Hawkin qui sont dans des locaux très classe, Très, très dans le 10e classe, je arrondissement. C'est confirme. très, très classe, Ouais. heu mais c'était très classe, mais voilà, on était là et il y avait à manger, il y avait à boire, on était tranquille, de 9 heures à 22 heures le week-end. Ça met dans un état d'esprit où il y a tout le monde qui parle, qui échange, c'est très stimulant et puis on est là, tout le monde est là pour s'éclater, on rencontre de nouveaux gens en permanence. Ouais. Hem et donc voilà, on s'est bien défoncé sur Hackathon et donc l'idée que j'avais et qui était un peu dans la continuité du type de service qu'on avait fait à Cela Studio, c'était de se dire: «Bah, OK, j'ai ces modèles aujourd'hui, ils sont capables de faire un certain nombre de choses. Comment les pousser plus loin pour arriver à faire ce dont j'ai vraiment besoin pour un use case?» et le use case que j'avais en tête, c'était la génération d'images vectorisées parce que les images vectorisées, c'est l'atome, c'est la base du design graphique parce que tu peux les modifier, tu peux changer la couleur, tu peux les éditer. Elles sont simples, elles sont élémentaires Ouais. et ça paraît un peu bizarre parce qu'on se dit a priori, bah, du coup, ça doit être beaucoup plus facile à générer et en fait, pas du tout parce que, les modèles fondationnels comme Stable Diffusion ou DALL-E n'ont Mhm. pas du tout été entraînés sur ce type de data Ok. et surtout, c'est un type de data, qui est très loin des images réalistes qui sont légion, en fait, dans ces datasets. Donc il a fallu venir avec toutes sortes de hacks et c'est ça qui est bien aussi Ouais. dans les hackathons, c'est qu'il faut faire ça en 2 jours et faire tout ce qu'on peut pour que ça marche et on a réussi à, en combinant des modèles et
toutes sortes de techniques, dont Mmh. ControlNet, dont du fine-tuning, différents OK. modèles, de la variation d'image, arriver justement à contraindre, ces modèles à sortir le type d'image qu'on voulait et après à les vectoriser. Alors et justement sur l'empilement des modèles que tu utilises Ben, est-ce Ouais, que tu peux décrire un peu, enfin les modèles et comment tu les fais fonctionner ensemble, mais ouais, bon, bah, pour le grand public, hein, bien sûr. Bah, en fait, je vais simplifier un peu, la démarche. La 1re chose, c'était d'arriver avec, d'avoir un modèle qui crée une sorte de matière première. On a pris un Stable Diffusion, on l'a fine tune justement sur un dataset qu'on a trouvé. Or évidemment, comme c'est, un dataset qui est très différent de l'entraînement de Stable Diffusion qui est finalement assez pauvre graphiquement, le modèle, il perd très vite en puissance. Donc, Mmh. on dit qu'il a overfit, il devient un peu con et il te sort un peu toujours la même chose. Hem Et il y a 2 problèmes, c'est que un, il te sort un peu toujours la même chose et 2, ta capacité à avoir des prompts riches et faire du prompt engineering diminue énormément. Donc là où, si tu prends Stable Diffusion, vanilla, tu essayes de Mmh. lui dire, tu lui fais des phrases à rallonge, il va rapporter la subtilité et améliorer ses images au fur et à mesure. Là, comme on l'a entraîné sur notre dataset d'icônes, on avait que un ou 2 mots pour caractériser les icônes, bah, le modèle, il perd complètement son intelligence textuelle. Donc Mmh. on avait ce premier modèle qui, du coup, n'est pas exploitable. Et donc pour, contrevenir à ce défaut-là, on a utilisé 2 techniques. Un, on s'est servi de GPT pour, refaire le prompt. Donc par exemple, OK. typiquement, quelqu'un qui voudrait utiliser notre produit, au lieu de dire, icône de chat, peut-être qu'il va dire: «Ah j'aimerais bien, pour ma boîte, elle s'appelle Back Engine et j'aimerais bien avoir un truc qui fait ça parce que notre but c'est de faire ça». Évidemment, si tu donnes ça à Stable Diffusion, il va faire n'importe quoi. Donc on Ouais. a utilisé GPT pour justement analyser le prompt et de dire: «Ah non, mais sors-moi que les 2 mots, les 2-3 mots qui décrivent vraiment visuellement un icône qui correspondrait à la demande qu'on fait». Mmh. Et une autre étape qui est, les outputs graphiques qu'on a, de les enrichir et de les contraindre pour que ça rentre vraiment dans le type vectoriel. Et donc pour ça, tu as Mmh. du ControlNet sur Mmh. Stable Diffusion pour recréer utiliser des techniques d'inpainting et outpainting, d'image variation de DALL-E pour augmenter la diversité des images qui sortent, justement, en Mmh. refaisant une passe. Et puis après, un encodeur de SVG qu'on a retrain un papier qui s'appelle Image2Vec pour justement arriver à cette vectorisation et ce produit final. Et, OK. et je pense que aussi ce qui a fait que notre produit enfin notre proposition de valeur au hackathon a beaucoup plu, c'est qu'on a été jusqu'à faire un plugin Figma. Ouais. Parce que, tu vois, toutes ces démarches, tout ce que je te décris, le but final, c'est vraiment de passer d'un truc qui est: «Ah, c'est un gadget, c'est marrant, je peux être sur une page web et générer des icônes, je vais faire un post sur Twitter, ça va faire rire les gens. Ah, mais en fait, je suis vraiment un graphic designer et j'ai pas envie de me fatiguer, je veux pouvoir générer les icônes et que ce soit facile et pas avoir à faire de prompt engineering et pas avoir, à régler la température, des choses comme ça». Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est que tu allé au bout, quoi. Tu allé au bout et une fois de plus, jusqu'au produit, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Mmh. Trop bien. Bah, écoute, bah, félicitations et j'ai rencontré Dorian aussi, hein, qui a travaillé avec toi là-dessus, donc c'était très cool. Ce que je voulais te demander aussi, donc, est-ce que tu considères, Ben, que ChatGPT a passé le test de Turing? C'est une question intéressante parce qu'il y a un gros problème avec le test de Turing, c'est que, il est très mal défini. Mmh. Et des tu des gens qui te disent: «Ah, le test de Turing a déjà été passé dans les années 60 parce que tu avais ce programme appelé ELISA qui prenait la question, de ton interlocuteur et qui la reformulait de façon assez triviale». Et les gens avaient l'impression de parler à un psychanalyste de type, lacanien. Heu, donc techniquement, oui, la machine, enfin l'interlocuteur de la machine a cru qu'il parlait à un vrai être humain, mais donc plutôt je dirais la question c'est, à quelle force ils arrivent à passer le test de Turing? Mmh. Et et je pense qu'aujourd'hui, peut-être parce que ChatGPT est fait pour répondre de façon très verbeuse et de façon très, formelle, mais je pense que si on le fine tunait pour, se faire passer pour un vrai être humain, à quelqu'un auquel tu dis rien, tu prépares pas spécialement le terrain ou qui s'y connaît pas, tu le mets dans une room de chat, il fait pas la différence. Ouais, Sur, à court terme.
plus le temps Mmh passe, mh. plus on va se dire: «Ah mais il est bizarre quand même ce mec». Ouais, carrément. Par contre, tu mets quelqu'un qui a conscience, enfin qui doit casser si c'est une IA ou un humain, donc Mmh. pour moi, ça serait la version la plus forte du test de Turing. Ça serait de prendre, comme cet ingénieur à Google qui pensait que Lambda était conscient. Ouais. Donc peut-être dire à un ingénieur de chez Google est pas un test suffisant, de force, mais prendre quelqu'un qui dit, qui veut vraiment essayer de craquer le truc, il y arrive. Par exemple, il y avait aussi ce projet cool qui était porté par NIF ou Hackathon qui consistait à ajouter dans un moteur Unity, hem, Ouais. des personnalités. Ouais, Et très en fait, sympa, très sympa. heu, il a fait un bon boulot parce qu'elle résiste quand même plutôt bien. Mais, tu vois, au bout de 5 minutes, j'arrive quand même à lui faire dire que, il est OpenAI derrière et que c'est juste un modèle d'IA. Tu vois? Oui, mais On de le super super projet, ouais, pour, juste rappeler, ouais, donc c'était, un projet qui consistait donc à utiliser, à donner vie un petit peu aux NPC, donc, aux non playable characters, donc les personnages non jouables, dans les jeux vidéo, et en fait à les alimenter d'un modèle GPT pour qu'il puisse répondre à tes questions, et devenir donc plus riche et ressembler donc à un vrai joueur, en fait. bien sûr. Alors je sais pas s'il ressemblait à un vrai joueur parce que à moins que ce soit des gens qui fassent du roleplay hardcore, ils te répondront pas des choses pareilles. Non, je sais pas si forcément le but c'est de ressembler à un autre joueur parce que justement, sur la question du test de Turing, ChatGPT n'a pas l'air d'un enfin, quand on discute avec lui, il réagit pas comme un humain normal. Heu, mais plutôt ça permet d'avoir une richesse narrative, qui est beaucoup plus élevée et plus subtile dans les interactions. Mmh. Parce que souvent c'est assez trivial, hein, les interactions avec les joueurs dans les jeux vidéo, «Bonjour, au revoir, donnez-moi l'argent», Ouais, il y a 3 exactement. possibilités, Ouais, ouais, tout à fait. Ben, moi, je voulais avoir aussi un peu ta vision. Je crois que tu connais bien, Stability, ouais. et les modèles, leurs différents modèles. Heu, est-ce que quelle est ta vision sur ce projet qui est un projet open source, donc quand même très important, dont tout le monde parle, une boîte qui essaye aussi de lever 4 milliards, de lever de l'argent sur une valeur de 4 milliards $. Un CEO là, Emad Mostak, qui est assez visionnaire, ou en tout cas qui est très suivi sur YouTube, sur Twitter, euh, qui oriente pas mal les projets vers le photoréalisme, qui nous dit qu'on aura bientôt un Netflix qui sera autogénéré. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce projet, et je crois que tu as travaillé un petit peu avec eux, non? Ouais, tout à fait. Alors, mon point de vue sur eux est assez ambigu, Mhm. hem et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans la communauté. C'est-à-dire qu'on on peut repartir un peu de comment Stability AI a commencé, où Ouais, c'est, Emad qui et là, on peut pas lui retirer le crédit, a investi beaucoup de temps et d'énergie et d'argent à lui pour lancer des initiatives de recherche indépendantes, sur l'AI. Hem, plusieurs initiatives, donc dans la photo, dans les biotech. les Euh, biotech, il avait fait un truc sur le Covid aussi, il y a un truc qui s'appelle Carpenter AI qui fait des choses très, dans des domaines spécifiques. Il y a aussi un labo qui est alors peut-être quelque chose qui est toujours très ambigu avec Stability, c'est où commence Stability et où s'arrête Stability, c'est quelque chose qui est toujours très ambigu. Donc par exemple, Elitair AI, je sais que c'est des employés de Stability qui y travaillent, mais en même temps, ils sont mhm. indépendants de la marque Stability. Donc voilà, c'est une sorte d'archipel de projets portés par des Ouais. gens aussi, où ils font de la recherche de l'AI sur toutes sortes de sujets. Mais alors, oui, donc structure particulière, intéressante. Mais alors, qu'est-ce qu'ils utilisent en commun? Qu'est-ce qui mutualise, ces projets? Enfin, Bah, c'est le grand mystère de Stability, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Bah, le fait qu'il y a des GPU, l'infrastructure mhm. et qu'il y a de l'argent derrière. Et D'accord. c'est peut-être ça qui manque un peu à Stability, c'est, quelle est leur identité? Mhm. Hem et ils se sont fait connaître du grand public parce que dans le milieu du ML, ils étaient déjà connus depuis un bon moment. Ils se sont fait connaître avec Stable Diffusion. Ouais. Hem, Après, il faut apporter un peu de nuance sur Stable Diffusion parce que pour traîner un modèle,
la difficulté, c'est, de savoir, ce que tu vas entraîner, par exemple, de faire de la recherche un peu de long terme et surtout le dataset. Et le dataset, hem, il a été généré par un groupe open source qui s'appelle Lion Mmh. et donc c'est eux qui ont fait le boulot et le code d'entraînement, ça a été fait par le groupe Conviz qui est à l'université d'Heidelberg en Allemagne. Mmh. Et donc Stability est venu un peu comme un mécène en poussant le truc, en entraînant sur des GPU, en scalant le modèle. Donc c'est ce qui fait que Stable Diffusion est un modèle correct. Mais c'est ça a été pour beaucoup de gens, ça a été vu comme un peu une appropriation, un peu étrange, c'est pour ça que Stability joue sur un tableau qui est un peu un entre-deux, où en même temps ils produisent de l'open source, mais en même Mmh. temps c'est une boîte, donc ils vont bien devoir, à un moment, monétiser et exploiter Mmh. justement ce produit et donc les gens attendent Stability au tournant pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc ils entraînent un nouveau Stable Diffusion. Est-ce qu'ils vont release les modèles cette fois-ci? Rien n'est moins Ouais. sûr. Ouais, ouais. OK, mais parce que donc, oui, oui, on a vu que enfin, Emad parlait à un moment de vendre de l'entraînement de modèles, Ouais. spécifiques pour des grandes entreprises, par exemple. Heu, Mmh. ça, tu y crois à ça? Bah, je pense que de facto, ils le font, de façon plus ou moins cachée. Mmh mh. Hem, Comme le fait OpenAI, par exemple, il y avait déjà des boîtes qui utilisaient DALL-E 2 avant que ce soit disponible dans Ouais, leur API. ouais. Donc c'est certain que d'un point de vue business, ils ont, une certaine, ils peuvent commercialiser leurs produits en disant je pense que c'était un des arguments de vente de Emad, c'est de dire: «Ah mais en fait, chacun vous pourriez avoir vos labos de recherche en interne, mais en fait donnez de l'argent à moi, je vous fais de l'open source, du coup tout le monde peut en profiter et on va pas tout Mmh. laisser aux GAFAM». Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, et donc un discours très important sur l'open source, très poussé, qui fait d'eux un petit peu le chevalier blanc, quoi. C'est un peu comme ça qu'on les voit, mais au final, on sait pas trop comment ça va évoluer. Bah, je pense que leur grosse faiblesse, elle est Mmh. double. C'est que, donc ils ont gagné beaucoup de momentum avec Stable Diffusion, Et mais le lancement, tu en parlais tout à l'heure, le lancement qui a un peu disrupté, Dall-E, quoi, en fait, qui se mettait en liste d'attente. C'est ça, je pense que ça a été ça, en fait, grosso modo, le truc qui les a mis en avant énormément, non? je sais pas, non, moi je pense que c'est une propriété fondamentale de l'open source. En fait, ça fait depuis des années que les gens on voit ces modèles fondationnels arriver, on sait qu'on peut les entraîner, on sait que ça existe et les gens du coup qui connaissent ce domaine, ils avaient soif de ça. En disant: «Ah Mmh. enfin on va pouvoir jouer avec». Enfin, c'est ce que me dit régulièrement le fondateur de Lion, c'est que lui pourquoi il a lancé ce projet, c'est qu'il a dit: «Mais j'ai envie de donnez-moi des gros modèles que je puisse jouer avec, que je puisse m'amuser, que je puisse, faire jouer mon imagination». Et Mmh. donc Stability, ils sont arrivés à un moment où en fait ils ont donné à boire à des gens qui étaient morts de soif et on s'est tous jetés là-dessus en disant: «Oh là, c'est incroyable!» Tout le monde s'est mis Mmh. à construire et la communauté a explosé et maintenant on commence à avoir bien bu et on se retourne vers ce qu'a fait Stability et on se dit: «Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font?» Tu vois? Où ils en Mmh. sont et donc tu as ce paradoxe où en effet, ils ont alimenté la communauté open source, mais apparemment pour se créer une fame et de la valorisation et après derrière, ils construisent pas de façon open, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas quand ils entraînent, on sait pas c'est quoi les modalités de leur prochain truc, donc il y a un manque de transparence qui est assez paradoxal, quoi et surtout que Mmh. beaucoup de gens se sont sentis trahis déjà par le coup d'OpenAI. Ouais, ouais. Par le coup d'OpenAI en tant que open source à la base, mais pas Bien complètement, en sûr, fait, c'est ça que tu veux dire? mais alors open source pas complètement, c'est pareil, c'était, on va apporter, l'AI à l'humanité et puis après en fait tu commences à avoir une grosse valuation, puis tu te fais approcher par des grosses boîtes et puis tu finis Mmh. par, maintenant c'est devenu Microsoft AI, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends la double trahison, c'est sûr qu'elle fait mal. Hem, peut-être, Ben, juste, en restant sur Stable Diffusion, Ouais. est-ce que tu as un avis sur la censure, et sur, tu vois, sur des images qui vont être considérées comme, not safe for work, Mmh. ou tout ce qui va être, les images, érotiques, tout ça? C'est des et ensuite, après, je rajoute juste une 2e question, mais elle est pas très éloignée, sur le copyright, tu vois?
de Stable Mmh. Diffusion? Bah, sur la première question, bon, on sait que à Stability justement, ils ont mis un emphasis incroyable là-dessus et c'est ce qui leur sert d'excuse pour, aujourd'hui construire un peu de façon cachée et dire: «On attend, on voit ce qui se passe», alors qu'ils entraînent des modèles. Je sais pas, moi je j'arrive pas à comprendre justement cette limitation et cette peur, je pense que enfin je veux dire, les images que font les gens sur l'ordinateur en utilisant leur GPU, Mmh. qu'est-ce enfin, les gens peuvent ouvrir Photoshop et faire à peu près ce qu'ils veulent avec Photoshop déjà actuellement et pour autant on n'est pas inondé de contenu, dégradant, Bien sûr. de toute façon c'est comme tout nouvel outil, toute nouvelle technologie, il faut faire appel à la responsabilité individuelle des gens et si les gens publient ces contenus et qui sont inappropriés, c'est ces différentes plateformes de diffusion qui devront en assumer la responsabilité. Comme quand enfin, on pourrait aussi interdire les appareils photographiques, parce que les Mmh. gens peuvent se prendre en photo nue et que ça serait terrible et qu'ils peuvent le diffuser après sur internet. Enfin, pour Ouais, moi, c'est un peu du même ordre, quoi. ouais, ouais. Hem, Après sur les deepfakes, il y a vraiment un problème qui est très vrai, ça c'est clair. Après, j'ai envie de dire, c'est pas enfin, vu ce que la qualité de Stable Diffusion, c'est pas vraiment Stable Diffusion qui est le meilleur outil pour faire des deepfakes et les outils Mmh. qui permettent de faire des deepfakes existent depuis longtemps. Au moins 2017 permet OK. on peut faire des deepfakes de façon très convaincante. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est pas que, tout d'un coup, tu vas avoir la technologie, qui va te permettre de faire du deepfake là où on pouvait pas avant, quoi. Ouais. Et alors sur la question du copyright, là actuellement et c'est aussi donc tu as la question de la pornographie de Stable Diffusion et tu as un autre aspect à aujourd'hui un peu le ralentissement et le setback qu'il y a sur ces modèles, Mmh. c'est, la question du copyright Ouais. et là, il y a un grand procès qui a lieu aux États-Unis contre tout le monde, contre Midjourney, contre Stability. Je sais pas si OpenAI est Mmh. dans le tas, mais évidemment Ouais. contre Lion qui a fait le dataset. Mmh. Hem Et en effet, je veux dire fondamentalement, avoir un dataset de données que tu possèdes pas, c'est une infraction au copyright, mais dans le droit américain, tu as la notion que, la question c'est: «OK, tu enfreins le copyright, mais enfreindre le copyright, c'est pas forcément tu peux pas c'est pas forcément punitif». La question c'est: «Est-ce que c'est un usage qui est transformatif ou pas?» Ouais, Donc tout à fait. typiquement, si tu es un artiste, je prends tes images et je m'en sers exactement de la même façon sans rien modifier et que je les vends en tant qu'œuvre d'art, évidemment, c'est un problème. Et donc l'argument qu'essayent de faire ces gens qui font un procès, c'est de dire: «Ah mais Stable Diffusion, en fait, c'est une combinaison de plein d'œuvres d'art qui, du coup, les modifient pas». Déjà, dans cette affirmation, il y a quelque chose d'un peu paradoxal et Mmh. en fait, du coup, ils doivent un copyright. Alors que, justement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de façon plus transformative possible de transformer cette data en quelque chose de nouveau, qui a une valeur complètement différente, qui aura un usage complètement différent. Bien sûr. Mmh. Hem et je pense qu'aussi un dernier argument, c'est, et les gens sont souvent surpris, en fait, quand ils se rendent compte, on n'y pense plus tellement on est habitué, mais par exemple, quand on y pense, Google Search, c'est une infraction au copyright qui est incroyable. Tu peux Mmh. trouver n'importe quelle image disponible sur internet sur Google Search. Et Mmh. pourquoi est-ce que la Cour suprême américaine a dit: «Ben non, en fait, ils peuvent pas être poursuivis pour ça»? C'est parce que l'usage est complètement transformatif. Chercher une image sur internet, c'est pas du tout la même chose que l'utiliser dans un contexte, de la vendre et cetera. Ouais, ouais, très bon exemple. Très bon exemple. OK. Hem, Ben, pour aller plus loin, est-ce que tu penses que l'AI, développée par les LLM peut être consciente un jour? Bah, déjà, je vais pas rentrer dans dans la théorie de l'esprit, mais moi je pense pas que les êtres humains sont conscients. OK. Donc, a fortiori, peut-être que les LLM seront conscients là où nous on n'arrive pas à être conscients. Mmh. Mais quand je dis que je pense enfin, tu as une branche de la théorie de l'esprit qui s'appelle Bien sûr. l'immunisationnisme, qui pense que, voilà, en fait, c'est un concept mal défini et qu'on n'est pas conscient. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que je Mmh. pense qu'on est le composé d'un certain nombre de fonctions et que une de nos fonctions semble être que si on nous interroge, on a l'impression d'être conscient, mais que ça va pas tellement plus loin.
OK. Un peu comme quand on demande à que c'est une illusion au final, un peu comme quand tu demandes à ChatGPT qui il est et qu'il te dit: «Ah je suis OpenAI, un algorithme, d'IA entraîné pour te répondre». Beh, quand toi je te demande: «Est-ce que tu es conscient?» et que tu me dis: «Bah oui, j'ai conscient machin, je suis, Nicolas, j'ai toujours vécu, je sais, je pense donc je suis». Bah, pour moi en fait c'est la même chose que la réponse que fait OpenAI que fait, Ouais. GPT-3 à ce moment-là. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense que ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes, des questions sur la conscience, des questions sur l'intelligence, Ouais. et qu'en fait, on les pose et on les applique à, à ces modèles, alors on n'a pas forcément de vraie définition et Mmh. de vraies connaissances de ça nous-mêmes, quoi. Bah, en fait, je prends souvent le truc à contre-pied, c'est-à-dire quand je vois GPT-3 et GPT-4 qui font des trucs, je dis: «Ah mais en fait c'est incroyable». Je me dis pas: «Ah c'est les LLM, ils sont tellement intelligents». Je me dis: «En fait, notre capacité en tant qu'être humain à produire du texte, en fait ça nous rend pas si intelligents que ça». C'est plus dans Bien l'autre sûr. sens. Ça montre que ce qu'on a toujours pensé, comme étant l'axiome de l'intelligence ou de notre existence, qui est la parole, le raisonnement, enfin l'apparence du raisonnement, en fait, et peut-être pas quelque chose qui est si critique en fait à ce qui fait notre intelligence et notre sensibilité. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et on le comprend, mais je pense que c'est toute cette question d'apprentissage du langage qu'on peut avoir nous aussi, Ouais. et, et qui au final est pas si éloigné que ça, qu'un modèle probabiliste qui va deviner le mot d'après, hein. Mmh. Bah, tu vois ça chez les gens qui pratiquent la langue de bois. C'est cet art de dire des Bien choses, sûr. sur n'importe quel sujet et en fait les gens arrivent, en se déconnectant complètement de tout sens, de tout ce qui fait la réalité d'eux en tant qu'individus, à produire un discours qui est cohérent, sur le long terme. Mais sur, le la capacité qu'a les IA en fait à créer des sortes d'expériences de pensée, mais dans la réalité du coup, on peut vraiment tester, ce qui se voit. Je trouve que aussi les modèles, de génération d'images ont apporté, des, lumières intéressantes sur ce qu'est l'art Mmh. au final. Ouais. Et c'est une Mmh. question qui s'était beaucoup posée, donc maintenant on se pose beaucoup la question pour les LLM, mais quand Stable Diffusion est sorti et Midjourney, les gens se disaient: «Ah mais du coup maintenant c'est quoi l'art? Quelqu'un il peut taper 3 mots et maintenant il est un artiste». Et en fait je trouve que c'est par l'absurde en fait qu'ils ont montré quelque chose qu'on savait depuis le début, c'est qu'en fait l'art c'est pas une technique, c'est pas, être un artisan, mais en fait, c'est un travail intellectuel de, qu'est-ce que tu décides de montrer aux gens et qu'est-ce que tu projettes dans un Mmh. univers graphique? Et l'AI n'enlève rien de ça, c'est-à-dire, il y a plein d'images, de la même façon que si tu vas sur DeviantArt, tu trouveras plein d'images et que tu pourrais Mmh. dire même si c'était toi qui les avais fait, ça ne voudrait pas dire qu'elles sont intéressantes. Mais c'est pareil, tu peux faire sortir plein d'images à Stable Diffusion, mais tu vois, qu'est-ce que j'exprime? Qu'est-ce que je dis? En quoi elles sont intéressantes? Je sais pas, c'est parce que j'arrive à faire les images que qu'elles sont Mmh. intéressantes. Et en fait, Ah ouais. il te reste plus que la quintessence de ce qu'est l'art, qui est: «Ah, j'ai voulu te montrer quelque chose à un instant donné». Tu vois? Ça parle à ta sensibilité et maintenant il y a plus que ça, en fait. Il y a plus la question de: «Est-ce que j'ai utilisé, du fusain ou, de l'acrylique?» Mmh. Bien sûr, bien sûr. Ça nous fait nous poser des questions. Ben, sur les grandes possibilités découvertes à venir que tu peux imaginer grâce à ces technologies? Alors pour moi et ça va te sembler, très logique, vu ma formation, je pense que, Mmh. les mathématiques peuvent être, grand remplacées par, les LLM. OK. Dans pas forcément si longtemps que ça. Mmh. Déjà quand j'étais étudiant, et GPT n'existait pas du tout. J'avais déjà l'intuition que, au final, une grande partie de la complexité du travail artisanal du mathématicien, qui Ouais, est de comprendre les théorèmes, les différentes propositions et de pousser le truc plus loin, en fait, une grande partie complètement automatisable. Tout ouais. simplement, avec des règles symboliques, c'est pas clair exactement comment trouver des parce que la grosse difficulté des choses qui font des démonstrations de façon automatique, c'est que la technique qu'on avait, c'est de dire: «Bah, en fait, on cherche au hasard des théorèmes et peut-être qu'un jour on tombera sur un théorème» et comment tu sais qu'un théorème est intéressant ou pas Mmh. intéressant? Et Bien sûr. là, on voit que les LLM, ils auraient tout à fait la capacité de comprendre ça et de se plonger, heu, dans Mmh. justement cette théorie mathématique, cette logique. Alors il y a évidemment, il y a plein d'obstacles techniques à ça, mais c'est intéressant d'essayer d'imaginer, bah, le jour où en fait tu as un LLM qui est vraiment puissant à ça,
qui résout dans le sens où il découvre un peu tous les chemins qu'on a commencé à explorer, qui sont suffisamment pavés pour que on puisse lui dire, bah vas-y, l'objectif c'est ça, vas-y. Mais Ok, c'est intéressant de savoir ce que ça va devenir parce que les mathématiques, c'est toujours le point de départ, la base de tout, de tout. bien sûr. Donc, je suis très curieux de savoir ce qui va advenir quand on sera dans cette phase. D'accord. Donc, bah, sur des mathématiques avancées, fondamentales, faire travailler ces LLM pour aller plus loin que nous, comme ils vont plus loin que nous sur, comme l'intelligence artificielle va plus loin que nous sur du jeu de Go, des échecs, aller plus loin et trouver peut-être donc des nouveaux théorèmes révolutionnaires, quoi. Ouais, aller plus loin et aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, je Hmm. sais pas combien de mathématiciens fondamentaux tu as dans le monde, heu, mais on est très limité en ressources humaines. Hmm. Donc, évidemment, si tu lances un supercluster et que chaque supercluster est équivalent à 10 000 mathématiciens, ça va énormément accélérer. Mais du coup, vient la question de c'est toujours pareil, cette technologie, elle existe. Il faudra un temps pour le transformer sur nos produits, faire l'adoption. Mhm. Hem et par exemple, dans la communauté mathématique, des preuves assistées par ordinateur, par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis un moment déjà. Par exemple, tu as ce fameux théorème des couleurs où la question c'est: «Est-ce que tu peux faire une carte avec certaines propriétés de sorte à ce qu'aucune couleur se chevauche?» Enfin, tu as toutes sortes de théorèmes où en fait, la seule façon de les prouver, c'est d'énumérer toutes les possibilités, d'un certain nombre de possibilités et donc un humain à la main peut pas le faire et du coup on Mhm. utilise une machine et il y a Ok. encore plein de mathématiciens, par exemple, qui sont pas prêts à accepter ce genre de preuves. Donc quand bien Hmm. même, par miracle, dans un an, on a un LLM qui est vraiment capable de faire toutes les démonstrations et d'avancer, il y a toute une classe de de mathématiciens qui va Génial. refuser et résister, Hmm. à cette avancée, mais Ouais, ouais, non mais super. Non mais donc non mais on peut imaginer donc des découvertes incroyables, mathématiques, physiques. ouais, Ouais, dans la biologie, mais bon, ça a commencé depuis un moment, déjà. tout à Donc je fait. laisserai les gens qui s'y connaissent en parler. Bah, écoute, j'en cherche. J'espère en recevoir bientôt ici. Mais ouais, trop cool. Ben, alors donc dans le prolongement, si je te demande, toi, ta timeline pour l'AGI ou l'ASI, donc l'intelligence artificielle généralisée ou la super intelligence. En gros, enfin, l'idée euh, d'avoir une intelligence artificielle qui est au même niveau que nous ou qui nous dépasse. Est-ce que tu penses que ça va arriver? Et si oui, quand? Bah, je pense que les gens qui te disent qu'ils savent ça, c'est les gens qui te proposent des retours sur investissement de 20 ou qui peuvent te dire, quel sera le cours du bitcoin dans 10 ans. Hem, je sais pas, là-dessus, je suis un peu team Yann Lequin, c'est-à-dire que je pense que le paradigme actuel Mhm. n'est pas du tout le bon justement pour, en fait, il manque la simulation de ce qui fait qu'on est notre partie animale et on voit bien que dans notre façon de vivre, d'être intelligent, on peut pas séparer, ce qu'on est on est un corps vivant dans un environnement avec des interactions très riches, très complexes, de ce qu'est notre intelligence et Mhm. en fait, en continuant à entraîner des LLM ou des réseaux convolutionnels, on n'arrivera pas à reproduire cette richesse-là. Enfin, Mhm. c'est vraiment fondamentalement ce que je pense. Après, de savoir si la singularité, c'est-à-dire, en fait, il y a un moment, le LLM, il est tellement intelligent qu'il arrive à créer une super intelligence qui dépasse parce que c'est comme tout, c'est qu'est-ce que c'est la vie? Bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous. On dit: «Ah bah, ça va être la vie, ça peut être la vie» et puis on essaye de tracer une ligne entre les 2. C'est pas impossible qu'un jour les LLM deviennent tellement puissants qu'il y ait une sorte de singularité et qu'émerge une forme d'intelligence qu'on n'arrive même pas à concevoir. Mais bon, ça, c'est Mhm. pas vu la les capacités actuelles des LLM, ça paraît d'être pour demain. Quant à l'autre possibilité, bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler dessus. Pour l'instant, en termes d'intelligence générale, de système, avec du reinforcement learning qui intégrerait des réseaux conventionnels qui apprendraient en même temps, pour l'instant, on voit rien de très convaincant, même s'il y a des Mhm. pas intéressants qui sont faits, donc j'ai pas du tout de timeline. Mhm. Ok. Dernière question, Ben. Est-ce que tu es amateur de science-fiction?
Alors, j'aime bien la science-fiction, je suis pas un immense lecteur de science-fiction, mais j'adore ça. Est-ce qu'il y a un film ou un bouquin que tu as envie de nous recommander? Bah, je pense que beaucoup de gens connaîtront déjà, mais j'aime beaucoup, hem, la série Black Mirror. Mmh. Pour une raison simple, c'est que souvent, dans la science-fiction, heu, c'est très intéressant, c'est des expériences de pensée incroyables. Les romans d'Asimov, c'est hallucinant, les gens sont dans des situations, mais il y a un biais fondamental, ou même dans Dune, il y a un biais fondamental, c'est que les gens, dans ces projections, elles ont la psychologie qu'on a nous actuellement. Mmh mh. Parce que évidemment, en tant qu'auteur de science-fiction, tu arrives pas à imaginer comment en fait les gens l'environnement dans lequel les gens vivent change complètement leur façon de voir le monde. Et c'est certain, c'est-à-dire qu'un humain qui est plongé dans une telle disruption technologique, c'est pas du tout un être humain qu'on a nous aujourd'hui. Et donc il manque quelque chose de une forme de crédibilité. Et ce que je trouve très fort dans Black Mirror, c'est que comme ils font la science-fiction, mais très ancrée à nos usages et notre vie réelle, du coup, je trouve que ça met des mises en situation très concrètes, très vivaces et qui donnent, vraiment à réfléchir. Je vois très bien. Est-ce que tu penses à un épisode en particulier? Moi, j'adore l'épisode Mmh où, mh. enfin, où ils ont une lentille sur leur œil Ouais, et ouais. du coup, ils ont accès à toute le ça à leur vie, hem Ouais, ouais, tout à et fait, ouais. Mmh. je trouve ça intéressant comme idée de qu'est-ce que devient ton identité? Qu'est-ce que devient ta relation avec les autres quand en fait, tu sais tout ce qui s'est passé et tu peux tout prouver et tu peux tout échanger? Ouais, 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 ouais. Évidemment, ça évoque, ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais en poussant le bouchon encore plus loin. Ouais, tout à fait, tout à fait. Des vraies questions de privacy, et en effet, ils se font prendre un petit peu la main dans le sac, tu raison, c'est comme si on avait accès à toutes tes conversations WhatsApp, Message, mais en allant Ouais. encore un peu plus loin. Ouais. C'est comme WeChat, mais c'est en train de ça filme en permanence. Super. Merci beaucoup Ben. Merci pour cette interview, j'étais ravi et voilà et je te dis à De très même. bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.